Nous commençons par cette évasion à l'explosif. Lance-roquettes, en hélicoptère ou encore à l'aide d'un simple fax. Les trois truands se sont fait la belle en beauté. 3 fois évadé, 3 fois repris, Michel Vaujour a encore fait la belle. La fiction, vous allez le voir, dépasse la réalité. Cette semaine, je vous raconte les évasions les plus spectaculaires de l'histoire carcérale française. Reconnaissable à son look dandy, René Girier, dit René Lacanne, est un personnage emblématique du milieu criminel français des années 40 et 50. René Girier, dit René Lacanne, chef de gang renommé et expert en hold-up, vient d'être enfin arrêté par la police qui suivait ses traces depuis son évasion à Sensation. Né en 1919 à Oullins, dans la banlieue de Lyon, il tombe dès le plus jeune âge dans la délinquance, les maisons de correction et les évasions. En 1944, il est arrêté pour vol et livré par la police française à la Gestapo. Alors qu'il doit être envoyé dans les camps de la mort, il réussit à s'échapper en sciant le plancher du train. Entre 1949 et 1961, il est condamné 11 fois pour vol, association de malfaiteurs, évasion, détention d'armes, usage de faux et braquage. Il s'évade 17 fois en 8 ans de prison. Mais son évasion la plus spectaculaire se déroule le 20 novembre 1950 à Paris. Alors qu'il est transféré de la prison de Fresnes à la prison de la Santé, René Girier découpe le plancher du fourgon pénitentiaire grâce à une scie miniature préalablement dissimulée dans ses fesses. Une évasion digne d'un film hollywoodien qui inspira d'ailleurs le réalisateur Henri Verneuil dans Le Clan des Siciliens avec Alain Delon. Après 2 mois de cavale, René Girier est arrêté place de l'Opéra à Paris avant d'être renvoyé en prison. René Lacanne, avec l'aisance d'une personnalité donnant une conférence de presse, a terminé son exposé en affirmant un peu tard, vraiment, que le crime ne payait jamais. En 1956, il obtient une libération conditionnelle après s'être attiré les faveurs de la princesse Charlotte de Monaco qui lui rend visite en prison. Alors qu'il n'a pas le permis de conduire, il devient son chauffeur personnel. C'est d'ailleurs lui qui la conduira au mariage du prince Régnier III de Monaco et de Grace Kelly. Désormais en retrait du grand banditisme, René Girier consacre la deuxième partie de sa vie à la réinsertion professionnelle d'anciens détenus. Il publie également plusieurs livres et en 1977, son histoire est portée à l'écran dans René Lacanne, film dans lequel Gérard Depardieu interprète son rôle. René Girier meurt à Reims en l'an 2000. Le simple fait de penser à sortir et à s'évader, c'est être libre. Michel Vaujour a été condamné pour de nombreux vols à main armée, des braquages et même un homicide volontaire, mais s'il a marqué l'histoire du grand banditisme français, c'est surtout pour ses multiples évasions. Michel Vaujour est né en 1951 à Saint-Quentin-le-Petit dans les Ardennes. À 18 ans, il est condamné à 30 mois de prison pour vol de voiture. Et c'est là qu'il va commencer à se spécialiser dans l'évasion. 3 fois évadé, 3 fois repris, Michel Vaujour a encore fait la belle hier soir. Bouge pas. En 1979, Michel Vaujour s'évade pour la 4e fois à l'aide d'un double de la clé de sa cellule réalisé à partir de la cire de Babybel. Il prend ensuite en otage une juge d'instruction qu'il braque avec un pistolet factice sculpté dans du savon et noirci au cirage. C'est comme au cinéma, c'est comme les films américains de préférence, mais la fiction, vous allez le voir, dépasse la réalité. Et puis, le 26 mai 1986, Michel Vaujour s'échappe de la prison de la Santé à Paris dans ce qui restera l'une des plus grandes évasions de l'histoire. 10h ce matin à la Santé, un appareil blanc de type Alouette emprunté le matin même à Saint-Cyr-l'École s'installe en stationnaire au-dessus des toits de la prison. Un homme avec un polo rouge, un survêtement bleu est monté sur le toit. Avec son codétenu Pierre Hernandez, il escalade un mur pour atteindre le toit de la prison. Michel Vaujour réussit à s'accrocher à un patin de l'hélicoptère avant que celui-ci prenne la fuite. L'hélicoptère est piloté par son épouse, Nadine, qui prenait des cours de pilotage sous un faux nom depuis près d'1 an. 11h30, l'hélicoptère est repéré à la cité universitaire, boulevard Jourdan, à 1 minute de vol de la prison de la Santé. L'hélicoptère s'est posé à 11h, bien avant l'arrivée de la police. Les oiseaux, eux, se sont envolés. 3 mois plus tard, Michel Vaujour est rattrapé par la police lors d'un hold-up qui tourne mal à Paris. Au cours d'un échange de coups de feu avec les policiers, le fugitif est touché à la tête et tombe dans le coma. À son réveil, il est hémiplégique, mais il finit par retrouver l'usage de ses membres.
Depuis sa cellule, Michel Vaujour retrouve l'amour avec Jamila, qui échoue par 2 fois à le faire évader de prison en hélicoptère en 1993. En 2003, après avoir passé 27 ans en prison, dont 17 à l'isolement, il est finalement libéré. Michel Vaujour a publié plusieurs livres et son évasion de 1986 a même inspiré un film. C'est l'histoire d'une évasion inédite puisqu'elle fut presque légale. Il a suffi d'un simple fax, un faux document, pour que 3 membres du gang de la Brise de Mer franchissent le plus tranquillement du monde les portes de la prison de Borgo en Corse. Maurice Costa, Francis Mariani et Pierre-Marie Santucci sont soupçonnés d'appartenir au gang de la Brise de Mer, un groupe criminel qui régnait sur le milieu corse. Juillet 2000, les 3 hommes fichés au grand banditisme sont arrêtés pour une tentative de racket sur le patron d'un restaurant de Sartène. Ils sont incarcérés à la prison de Borgo. Et puis, le 31 mai 2001, en fin d'après-midi, les gardiens les ont gentiment raccompagnés jusqu'à la grande porte. Les 3 truands soupçonnés d'appartenir à la bande de la Brise de Mer se sont fait la belle en beauté. À 17h04, 3 faux ordres de libération signés par un juge d'Ajaccio sont envoyés à la prison de Borgo. L'autorité pénitentiaire ne demande pas de confirmation par téléphone au parquet d'Ajaccio. Les 3 hommes sont libérés dans la foulée. La question se pose d'une éventuelle complicité au sein du corps pénitentiaire. Pour les spécialistes, ceux qui ont réalisé ces faux ont nécessairement eu accès au dossier et possédaient apparemment la syntaxe juridique d'une levée d'écrou. Et ce n'est que 5 jours après leur libération, alors que le juge fait une demande d'audition, que la supercherie est découverte. Et le plus invraisemblable dans tout ça, c'est que la justice n'est pas en mesure de leur reprocher quoi que ce soit. Il n'y a pas d'évasion, puisque c'est l'administration elle-même qui leur a ouvert la porte. Les 3 hommes seront donc blanchis. En revanche, ça ne va pas bien se terminer pour le trio. Francis Mariani est mort dans l'explosion de sa planque en 2009. Un mois plus tard, Pierre-Marie Santucci est tué par balle. Et en 2012, c'est au tour de Maurice Costa d'être abattu. Le 27 février dernier, 9 personnes sont interpellées par la police belge dans une petite ville à proximité de la frontière allemande. Les malfaiteurs surarmés planifiaient de braquer un centre-fort dans la banlieue de Dortmund en Allemagne où sont entreposés des millions d'euros en liquide. Tout portait à croire que l'attaque était imminente. Une action coordonnée a donc été mise en place afin d'interpeller les suspects avant qu'ils ne passent à l'acte. Parmi les personnes interpellées, Antonio Ferrara, figure du grand banditisme français, libéré en 2022 après avoir passé 19 ans en prison. Ce braqueur multirécidiviste, spécialisé dans le fourgon blindé, est resté célèbre pour avoir commis l'une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire carcérale française. Mais avant de parler de l'évasion, revenons brièvement sur son histoire. Né en 1972 à Cassino, dans le sud de l'Italie, Antonio Ferrara arrive en France à l'âge de 10 ans avec sa famille. Il emménage à Choisy-le-Roi, en banlieue parisienne. Jeune adulte, il tombe dans la délinquance et fréquente rapidement des poids lourds du monde criminel. En 1998, il s'évade une première fois de prison en profitant d'un transfert à l'hôpital. Après 4 ans de cavale, il est arrêté en 2002. Mais l'année suivante, il s'échappe de la prison de Fresnes. Mêlé au crépitement des armes de guerre, monte la clameur des prisonniers, réveillés par l'assaut. Le 12 mars 2003, peu après 4 heures du matin, un commando d'une dizaine d'hommes déguisés en policiers attaque à l'explosif et au lance-roquettes la porte de la prison. Une action de guerre, avec mitraillage des miradors et charges explosives, pour défoncer la porte principale. En à peine 10 minutes, Antonio Ferrara est libéré. Le commando, composé d'au moins 6 hommes cagoulés et vêtus de noir, a couvert sa fuite en enflammant des voitures. La première chose que j'ai dit, tiens, c'est la police, parce qu'ils étaient équipés un peu comme les policiers. Bon, après, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. 4 mois après son évasion, il est de nouveau arrêté, les cheveux décolorés et le nez refait. Antonio Ferrara a l'apparence d'un touriste. Un touriste dangereux que les policiers ne quittent plus. Il les a fait courir 4 mois. Le malfaiteur est conduit chez le juge avant de retourner à la case départ, la case prison. Depuis sa libération en 2022, Antonio Ferrara était sous surveillance discrète de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée. Après son arrestation le 27 février dernier, il devrait être extradé vers la France dans les jours à venir.
Ceux qui connaissent Redouane Faïd parlent d'un homme intelligent, méthodique, doué et adorant qu'on parle de lui. Braqueur multirécidiviste spécialisé dans le fourgon blindé, Redouane Faïd est aujourd'hui le détenu le plus surveillé de France. Redouane Faïd, il est à la charnière entre deux mondes. C'est pas un caïd de cité, c'est pas type du banditisme à l'ancienne, c'est une espèce de créature hybride. Lors de son premier braquage de fourgon blindé, Redouane Faïd porte un masque de hockey, un clin d'œil au film Hit de Michael Mann. Il est biberonné aux films américains de gangsters, mais pas que, puisqu'au début, il regardait des films de flics avec Belmondo, et voulait être commissaire de police. Redouane Faïd s'échappe pour la première fois de prison en 2013. Incarcéré à la maison d'arrêt de Sequedin près de Lille, il prend 4 gardiens en otage à l'aide d'un pistolet caché dans un sac de linge sale. Qu'est-ce qu'il vous disait? Écoutez ce qu'il disait, que pour un salaire de misère de ne pas risquer notre vie et de suivre toutes ses indications. Le détenu fait sauter à l'explosif les 5 portes blindées qui le séparent de la sortie. Tout doit être fait pour mettre la main sur lui et pour qu'il retourne en prison. 6 semaines plus tard, le fugitif est rattrapé par la police, grimé d'une fausse barbe et d'une perruque. Et puis, Redouane Faïd va s'évader une nouvelle fois dans des circonstances encore plus spectaculaires. Le 1er juillet 2018, peu après 11h du matin, un hélicoptère dépose un commando lourdement armé dans la cour de la prison ultra sécurisée de Réau, en Seine-et-Marne. C'est spectaculaire. À l'aide d'une meuleuse électrique, 2 hommes découpent les portes qui mènent au parloir où se trouve Redouane Faïd. Moins de 8 minutes après l'atterrissage, l'hélicoptère redécolle sous les acclamations des détenus. 3 mois plus tard, la police remonte la trace de Redouane Faïd à Creil, dans l'Oise. Selon les enquêteurs, le fugitif portait une burqa pour circuler dans l'anonymat. C'est ici, au 4e étage, dans cet appartement que vous découvrez en ce moment, que Redouane Faïd a été interpellé ce matin, donc avec l'un de ses frères et 2 de ses neveux. Plusieurs armes à feu ont d'ailleurs été saisies par les policiers, et c'est donc dans sa ville natale que Redouane Faïd a été arrêté après 93 jours de cavale. En 2023, Redouane Faïd est condamné à 14 ans de prison pour son évasion de la prison de Réau. Le braqueur peut prétendre à une libération en 2060. Il aura alors 88 ans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Redouane Faïd, je vous mets le lien de la vidéo que je lui ai consacrée en 2023 au moment de son procès. Avant de vous laisser, je voudrais remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Quentin au montage, Sophie à la documentation, ainsi que Nolwenn et Pierre pour les animations. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Grande Histoire.